$8,5 millions pour un seul char. Pas un escadron entier, pas une série limitée pour un musée, mais une machine destinée à entrer en service et à se battre. La somme paraît irréelle, comme si quelqu'un avait volontairement gonflé le prix pour créer une légende. Pourtant, ce n'est ni une rumeur, ni une provocation publicitaire. C'est la valeur associée au K2 Black Panther, un char sud-coréen dont la réputation a fait le tour du monde avant même que la plupart des gens ne comprennent de quoi il était réellement capable. Avec un tel budget, on peut acheter des voitures de luxe à la chaîne, un petit avion ou des biens immobiliers dans les quartiers les plus chers. Mais la Corée du Sud n'a pas cherché à impressionner des collectionneurs, elle a cherché à terrifier un champ de bataille. Le plus incroyable n'est même pas le prix. Le vrai choc, c'est l'identité de ceux qui ont osé fabriquer une telle machine. La Corée du Sud n'est pas une nation bâtie sur une longue tradition de blindés, comme certains pays européens qui ont perfectionné leurs chars pendant des décennies de conflits. Elle n'est pas non plus un géant historique du char de combat, avec une école d'ingénieurs héritée des guerres mondiales. Pendant longtemps, Séoul était un élève. Et pourtant, à un moment précis, cet élève a décidé qu'il ne copierait plus. Il allait dépasser. Pour saisir ce basculement, il faut revenir à l'année 1985. Cette année-là, la République de Corée met en avant son premier char de bataille principal, le K1. Sur le papier, c'est un symbole d'indépendance. Dans les faits, c'est surtout une étape d'apprentissage accéléré. Ce char reste fortement lié aux bases américaines, à une architecture étrangère, à des technologies dont la Corée du Sud ne maîtrise pas encore tous les secrets. L'industrie nationale assemble, adapte, modifie certains éléments pour coller au terrain coréen, mais les fondations viennent d'ailleurs. Moteur, transmission, logique de conduite de tir, une grande partie du savoir critique dépend encore de partenaires occidentaux. La Corée progresse, mais elle sait qu'elle n'est pas maîtresse du jeu. Et pendant qu'elle apprend, elle regarde son nord avec une lucidité glaciale. Là-bas, la menace ne se résume pas à une déclaration politique. Elle est visible, massive, entretenue. Une force terrestre écrasante, des milliers de blindés, une doctrine qui mise sur la quantité et la pression permanente. La Corée du Sud comprend très vite une chose simple et brutale. Elle ne gagnera jamais une course au nombre. La démographie ne suit pas. La société change. La population vieillit. Éviter d'aligner des vagues interminables de chars devient une illusion dangereuse. Alors Séoul fait un choix qui ressemble à une prise de pari, mais qui est en réalité un calcul froid. Si l'on ne peut pas aligner 10 chars pour répondre à 10 chars, il faut créer un char capable d'en valoir 10 à lui seul. Un char qui voit avant les autres, qui frappe avant les autres, qui survit là où les autres brûlent. Un char qui transforme chaque équipage en avantage tactique, même face à une armée plus nombreuse. À partir de là, tout change. La Corée du Sud ne veut plus seulement produire des coques et assembler des composants. Elle veut maîtriser l'ensemble, du premier plan jusqu'à la dernière vis. Elle veut une souveraineté industrielle, parce que dépendre d'un fournisseur étranger pour le cœur d'une machine de guerre, c'est accepter d'être vulnérable au pire moment possible. Cette obsession devient centrale, presque obsessionnelle, et elle finit par déclencher un programme dont l'ambition dépasse ce que le pays a déjà tenté. En 1995, l'objectif est posé clairement. Créer une nouvelle génération de chars, pensés pour le futur, taillés pour une guerre moderne et capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Ce n'est pas une simple modernisation, c'est une refonte complète, une naissance programmée d'une machine qui doit imposer la peur, pas seulement résister. Des équipes d'ingénieurs se mettent au travail, des budgets tombent, des prototypes apparaissent, et dans les bureaux de développement, une règle non écrite s'impose. Observer tout le monde, apprendre de tout le monde. Puis, au moment décisif, dépasser tout le monde. La Corée du Sud a un avantage que beaucoup n'ont pas. Grâce à ses alliances et à ses accès, elle peut analyser des solutions occidentales, comparer des doctrines, étudier des choix techniques éprouvés. Elle regarde ce qui fonctionne sur le terrain, ce qui tombe en panne, ce qui protège réellement un équipage, ce qui donne l'initiative au premier tir. Les ingénieurs dissèquent les systèmes d'optique, les radars, les calculateurs balistiques, la stabilité au tir, la vitesse de réaction, la survivabilité.
Ils n'admirent pas, ils évaluent. Ils ne rêvent pas, ils mesurent. Et plus le projet avance, plus l'ambition devient dangereuse, parce qu'elle franchit une ligne invisible. Ce char ne doit pas être seulement efficace, il doit être supérieur. Il doit être un choc technologique, un symbole. Une machine que l'adversaire redoute avant même de l'avoir vue. Pourtant, la Corée du Sud va très vite découvrir que la difficulté n'est pas seulement de concevoir une arme parfaite sur papier. La difficulté, c'est de lui donner un cœur qui supporte la réalité, la chaleur, les contraintes, les pentes, les chocs, les longues heures de marche et l'enfer des essais. Et c'est exactement là que l'histoire se tend, parce que le K2 Black Panther s'apprête à entrer dans son premier combat. Pas contre un ennemi sur un champ de bataille, mais contre le problème qui brise les projets les plus ambitieux au monde. Celui qui décide si une machine naît vraiment ou si elle reste pour toujours une promesse impossible. Quand le programme entre dans sa phase réelle, tout devient brutalement concret. Dans les bureaux, on peut rêver d'un char parfait, mais sur un polygone d'essai, chaque erreur coûte des mois. Les Sud-Coréens le comprennent très vite et choisissent une méthode presque impitoyable. Ils ne partent pas d'une idée unique, ils partent d'un puzzle mondial. Leur objectif est simple à formuler et terrifiant à exécuter. Prendre ce qui existe de mieux, comprendre pourquoi cela fonctionne, puis l'assembler dans une machine qui n'aura pas les faiblesses des autres. Ils observent les standards occidentaux, les concepts de combat modernes, l'importance de l'électronique, de l'acquisition de cibles, de la capacité à frapper en premier. Ce n'est pas une admiration naïve, c'est une analyse de prédateur. Chaque détail compte. La hauteur de silhouette, la vitesse de stabilisation du canon, la précision en mouvement, la vitesse de calcul, la résistance du blindage face aux projectiles les plus récents. Les ingénieurs veulent que le futur char ne gagne pas par chance, mais par avantage systématique. Au début, l'ambition dépasse tout ce que l'on imagine pour un simple blindé. Le projet vise une rupture totale. Dans les premières esquisses, le char devait être conçu comme une forteresse mobile avec un concept extrême. Une tourelle totalement automatisée, presque comme si l'équipage devait disparaître de la surface du champ de bataille. L'idée était de protéger les hommes dans une zone extrêmement renforcée, pendant que la machine gérerait la rotation de la tourelle, le pointage, l'engagement. Une vision de science-fiction, mais qui attire immédiatement l'attention des militaires. Parce qu'un char qui peut encaisser un coup fatal sans tuer son équipage, c'est une révolution tactique. Et ce n'était pas la seule folie. Le calibre envisagé au départ devait écraser la concurrence. Un canon expérimental de 140 mm conçu pour rendre inutile n'importe quel blindage connu, même sur les meilleures distances. Dans cette logique, la Corée du Sud ne voulait pas rivaliser, elle voulait interdire à l'ennemi de rester en vie. Un tir, une pénétration, une fin. Une domination imposée par la physique, pas par la bravoure. Mais la réalité ne respecte jamais les rêves, même quand ils sont financés par des centaines de millions. Le programme du canon 140 mm disparaît, abandonné, jugé trop coûteux, trop lourd, trop peu rentable à long terme. Et d'un seul coup, un projet construit autour d'une arme monstrueuse doit être repensé. Ce n'est pas un simple remplacement, c'est une chirurgie. Une chaîne d'ingénierie entière doit être modifiée. Munitions, stockage, masse, équilibre, architecture, tout change. Ensuite, la tourelle automatisée commence elle aussi à perdre son statut de rêve. À l'époque, la technologie nécessaire n'offre pas la fiabilité absolue qu'exige un char de combat. Un avion peut avoir des systèmes complexes, mais un char doit survivre aux vibrations, à la boue, au choc, à la pluie, au sable, au tir, au chaos. Une seule panne peut condamner l'équipage. Les ingénieurs comprennent qu'ils risquent de fabriquer une merveille fragile, et ils reculent. Ils gardent des éléments futuristes, mais renoncent à la solution la plus extrême. Le projet devient plus réaliste, plus solide, mais il garde une ambition brûlante. Être supérieur, pas simplement fonctionnel. Et c'est là que l'histoire bascule vers le point le plus douloureux. La Corée du Sud veut une indépendance totale sur ce qui compte le plus, le moteur et la transmission. Dans un char, ces deux éléments décident de tout. Vitesse de déplacement, capacité à se retirer,
réaction dans une embuscade, mobilité en terrain difficile. C'est le cœur et les muscles. Les Sud-Coréens refusent l'idée d'être dépendants d'un fournisseur étranger pour ce centre vital. Ils veulent un ensemble national, puissant, fiable, capable de délivrer une puissance énorme sans s'effondrer. Ils visent d'une motorisation de 1500 chevaux, un niveau qui place immédiatement le char dans la catégorie des prédateurs modernes. Et sur le papier, tout semble possible. L'industrie sud-coréenne est réputée, la compétence existe, l'argent aussi. Mais l'écart entre l'ingénierie civile et les exigences militaires est un piège. Un moteur peut fonctionner en laboratoire et mourir en conditions réelles. Il peut tenir quelques minutes, puis chauffer. Il peut fournir de la puissance, puis casser au moment le plus critique. Les années passent. Les budgets montent. Les efforts s'empilent. Le char, lui, continue d'avancer sans son propre cœur. Et plus le corps devient parfait, plus l'absence du moteur devient humiliant. La coque est prête. La tourelle est prête. Les systèmes électroniques prennent forme. Les solutions tactiques se construisent. Tout semble prêt à entrer dans l'histoire. Mais il manque la pièce qui décide si le K2 sera un mythe ou une simple promesse. À ce stade, le programme ressemble à une course contre une horloge invisible. Parce que le monde ne s'arrête pas. Les menaces évoluent, les adversaires modernisent, les prix explosent, les attentes grandissent. Et au-dessus de tout cela, une question commence à hanter les ingénieurs comme une menace personnelle. Que faire si le moteur national ne tient jamais ses promesses? Le temps finit par devenir l'ennemi numéro 1. Plus les ingénieurs poussent le projet, plus chaque retard ressemble à une brèche ouverte dans la défense nationale. Le char est là, prêt à prouver sa valeur, mais il reste cloué à une réalité humiliante. Sans une propulsion fiable, il n'est qu'une vitrine coûteuse. Les essais s'enchaînent, les rapports s'empilent, les équipes changent de méthode, de pièces, de réglages. On corrige une faiblesse, puis une autre apparaît. On gagne en puissance, puis la chaleur explose. On stabilise un composant, puis la durabilité s'effondre. Dans ce genre de programme, il n'y a pas de miracle, seulement des choix. Et ce choix, la Corée du Sud doit le faire sous pression. Pas seulement la pression d'un calendrier, mais la pression d'un regard mondial. Parce que le projet est déjà connu, déjà commenté, déjà attendu. Un char moderne, pensé comme une arme totale, ne peut pas rester dans l'ombre éternellement. Il doit entrer en service ou disparaître dans la liste des échecs qui coûtent des fortunes. Les responsables militaires veulent une machine opérationnelle. Les industriels veulent sauver l'investissement. Les ingénieurs veulent sauver l'honneur. Et c'est là que la solution la plus pragmatique devient inévitable. Au lieu d'attendre encore, Séoul accepte une décision provisoire qui ressemble à une trahison, mais qui en réalité évite la mort du projet. Le char recevra un ensemble moteur-transmission étranger, reconnu pour sa fiabilité, capable d'offrir immédiatement la performance attendue. Ce n'est pas un abandon total, c'est un contournement stratégique. La machine doit vivre, même si son cœur n'est pas encore né sur place. En parallèle, le développement national continue, en silence, comme une obsession qu'on refuse d'enterrer. Mais pour l'instant, il faut avancer. Le jour de la présentation publique arrive comme un test de vérité. Sur un terrain d'essai proche de la capitale, des journalistes, des observateurs militaires, des délégations étrangères attendent une démonstration qui doit marquer les esprits. Ce n'est pas seulement un lancement, c'est une déclaration. Quand le K2 apparaît, la réaction est immédiate. L'allure est agressive, la silhouette moderne, l'équilibre du châssis donne une impression de puissance maîtrisée. Ce char n'a pas l'air d'une copie, il a l'air d'un prédateur construit avec une logique froide, comme si chaque ligne avait été dessinée pour réduire les chances de mourir. Mais le vrai spectacle ne se limite pas à l'apparence. La machine montre une mobilité impressionnante, une capacité à manœuvrer vite, à changer d'axe, à accélérer sans hésitation. Tout ce que l'on attend d'un char qui doit survivre dans une guerre moderne est là. La réactivité, l'agilité,
la sensation qu'il peut frapper puis disparaître avant le retour de flamme. Et pourtant, derrière cette démonstration, il y a un détail que certains comprendront immédiatement. Le cœur vient d'ailleurs, au moins pour cette première génération. Ce compromis, au lieu de détruire l'image du char, la rend plus dangereuse encore. Parce qu'il prouve que la Corée du Sud n'a pas choisi la fierté au détriment de l'efficacité. Elle a choisi l'efficacité. Point. À partir de ce moment, le K2 cesse d'être un concept pour devenir une menace réelle. Et une fois qu'une machine de ce niveau existe, le reste du monde ne peut plus l'ignorer. Les discussions changent de ton. Les comparaisons deviennent sérieuses. Les industriels étrangers commencent à regarder cette plateforme non plus comme une curiosité, mais comme un concurrent. Et l'armée sud-coréenne, elle, voit enfin son pari prendre forme. Remplacer la masse par la supériorité. Surtout, le char n'a pas été conçu pour un terrain plat et confortable. Il a été pensé pour un pays où la géographie peut tuer un blindé plus sûrement qu'un obus. Vallées étroites, routes coupées, pentes, rivières, angles impossibles. Dans cet environnement, la victoire ne dépend pas seulement du canon. Elle dépend de la manière dont le véhicule se comporte quand la nature elle-même devient un piège. Et c'est justement là que le K2 s'apprête à montrer ce qui le rend vraiment différent. Ce qui rend le K2 réellement effrayant, ce n'est pas son allure moderne, ni même sa vitesse. C'est la manière dont il transforme quelques secondes en condamnation. Sur un champ de bataille, le char qui repère en premier gagne souvent avant que l'autre ait eu le temps de réagir. Et c'est exactement l'obsession qui a guidé la conception du système de tir. Ici, tout est pensé pour prendre l'initiative, verrouiller la cible et frapper pendant que l'ennemi est encore en train de chercher d'où vient la menace. Le canon principal est un 120 mm à âme lisse de type L55, produit sous licence en Corée. Une arme longue, tendue, faite pour envoyer des projectiles avec une énergie brutale et une précision stable, même quand le char bouge. Mais le détail qui change tout, c'est le rythme. Le K2 possède un chargement automatique capable de maintenir une cadence d'environ 10 coups par minute. Cela signifie qu'en 1 minute, il peut saturer une zone, détruire, corriger, réengager, sans fatigue humaine, sans perte de vitesse, sans hésitation. Dans un duel, c'est une pression constante. Un adversaire prend un impact, relève la tête et comprend qu'il n'a pas une seconde gratuite. Le compartiment de munitions est organisé pour que le char reste dangereux longtemps. Une partie des obus est prête à l'emploi dans le mécanisme, le reste est stocké dans la caisse. Et surtout, le K2 n'est pas conçu pour tirer toujours la même chose. Il dispose de plusieurs types de projectiles, adaptés à des situations différentes, comme si l'équipage changeait d'outil à chaque respiration. Obus flèches à noyau dense pour percer les blindages modernes. Munitions polyvalentes pour frapper des véhicules plus légers, des positions ou des menaces inattendues. Mais le véritable saut technologique, celui qui donne au K2 une aura de chasseur, vient d'un projectile développé pour son style de combat. Ce projectile intelligent est conçu pour frapper là où tous les chars sont vulnérables. Pas la face avant, souvent renforcée, mais le toit, les surfaces supérieures, les zones que l'on protège moins parce qu'elles semblent hors d'atteinte. L'idée est presque cruelle. Le tir ne part pas comme un coup classique tendu, il suit une trajectoire plus haute, puis plonge sur la cible. Pendant ce temps, des capteurs détectent la présence d'un véhicule en dessous, confirment qu'il s'agit bien d'un objectif, puis déclenchent l'attaque. Le résultat, c'est une menace qui arrive d'en haut, là où l'équipage adverse s'attend le moins à mourir. Dans certaines configurations de terrain, cette capacité change entièrement la logique du duel, parce qu'un ennemi caché derrière une pente n'est plus réellement protégé. Tout cela ne servirait à rien sans les yeux qui guident la main. Et le K2 a été construit comme une plateforme de détection autant que comme une arme. Le chef de char dispose d'une optique panoramique capable de balayer l'horizon sur 360 degrés. Le tireur possède des moyens d'observation modernes, capables de travailler dans l'obscurité, à travers la fumée, dans le brouillard de la guerre. Un télémètre laser mesure la distance. Des capteurs météo corrigent les paramètres.
Un calculateur balistique avale les données et propose une solution de tir en un instant. Et surtout, le char peut suivre automatiquement une cible sélectionnée, comme si la machine refusait de perdre sa proie même quand elle manœuvre. Le scénario devient alors terriblement simple. Le K2 repère une silhouette au loin. Il verrouille, il calcule, il tire. Et pendant que l'adversaire cherche encore à comprendre, le second coup est déjà prêt. Dans ce genre de combat, le courage ne suffit pas. Il faut survivre à la première seconde. Et face à une machine qui voit, corrige et frappe aussi vite, cette seconde devient rare. Mais la Corée du Sud n'a pas seulement voulu un tueur précis. Elle a voulu un char capable d'exploiter son propre terrain comme une arme. Et là, le K2 entre dans une dimension presque irréelle, parce qu'il ne se contente pas de rouler. Il change sa posture, il modifie son équilibre, il se prépare à des manœuvres qui semblent impossibles pour un blindé lourd. Le terrain coréen ne pardonne pas. Dans beaucoup de pays, un char se bat sur des plaines, avec de la place pour former des lignes, manœuvrer en masse et avancer comme une vague. Sur la péninsule, c'est l'inverse. Les vallées se referment, les pentes coupent la visibilité, les rivières surgissent là où on ne les attend pas, et chaque route devient un couloir où une embuscade peut transformer un colosse en cible. Dans un décor pareil, la mobilité n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Et c'est précisément là que le K2 révèle une particularité qui semble presque irréelle quand on la décrit. Sa suspension hydropneumatique, pilotée électroniquement, n'est pas seulement conçue pour amortir. Elle modifie l'attitude du char, comme si la masse pouvait se plier à la volonté de l'équipage. Quand il faut franchir un terrain irrégulier, la caisse se relève, la garde au sol augmente, et la machine traverse des obstacles qui arracheraient la mécanique d'autres blindés. Quand la vitesse sur route devient prioritaire, le châssis se stabilise, le centre de gravité se contrôle, et le char reste solide même à grande allure. Mais le spectacle commence vraiment lorsque l'équipage utilise cette capacité comme un outil de combat. Le K2 peut s'incliner vers l'avant pour abaisser son profil, réduire l'exposition et ne montrer qu'un minimum de surface à un adversaire. Il peut aussi se cabrer, relever l'avant et gagner un angle de tir plus élevé, ce qui change la manière d'exploiter les collines. Dans une guerre où la hauteur décide de tout, cette simple possibilité transforme un relief banal en avantage meurtrier. Le char peut se placer derrière un pli de terrain, ajuster sa posture et engager sans offrir une cible pleine. Il devient une arme qui utilise la géographie comme un bouclier. Et cela ne sert pas seulement à tirer. Sur un flanc incliné, un blindé classique subit le roulis, fatigue l'équipage, dégrade la précision et la conduite. Le K2 compense. Il cherche l'équilibre, il réduit le malaise, il permet aux conducteurs et aux tireurs de garder un contrôle net. Chaque seconde gagnée dans une manœuvre, chaque tir stabilisé sur une pente, c'est une chance de vivre. La technologie ici n'est pas un gadget, c'est un couteau dans l'obscurité. La puissance du moteur installé sur les premières séries donne au char une nervosité rare pour une masse aussi lourde. Sur route, il peut atteindre des vitesses élevées et en dehors, il reste capable de se déplacer rapidement, de bondir d'un couvert à un autre, de changer de position avant que l'ennemi n'ajuste sa riposte. L'accélération n'est pas seulement impressionnante, elle est tactique. Elle permet de surgir, tirer et disparaître. Dans un duel moderne, c'est souvent ce cycle qui décide du vainqueur. Mais la Corée du Sud ne s'est pas arrêtée aux pentes et aux routes. Elle a voulu que le K2 traverse l'eau sans attendre un pont, parce que sur la péninsule, les cours d'eau sont partout et peuvent stopper une offensive en quelques minutes. La solution adoptée donne presque l'impression d'un tour de magie mécanique. Le char peut se préparer à la traversée profonde grâce à un équipement spécifique qui assure l'arrivée d'air et la sécurité de l'équipage. Une fois prêt, il ne flotte pas, il ne dérive pas, il ne cherche pas un passage facile. Il descend au fond et avance, invisible depuis la surface, comme un animal blindé rampant sous le courant. Cette capacité change la logique d'une manœuvre. Un adversaire peut croire qu'une rivière protège une position, qu'elle ralentit toute attaque, qu'elle impose une préparation longue. Et soudain, la machine apparaît de l'autre côté, opérationnelle, prête à engager.
Ce type de surprise est exactement ce que Séoul voulait obtenir. Faire gagner du temps, éviter les pièges, refuser d'être bloqué. Lorsque les premiers exemplaires entrent en service, ils ne sont pas envoyés dans un endroit tranquille. Ils rejoignent des unités qui vivent sous tension permanente, au contact d'une frontière où l'erreur peut déclencher l'irréparable. Le K2 n'est pas présenté comme une icône, mais comme une réponse immédiate à une menace concrète. Et dans le même temps, le monde extérieur commence à comprendre que la Corée du Sud n'a pas seulement créé un char pour elle-même. Elle vient d'entrer dans un club fermé, celui des pays capables de vendre une plateforme moderne à d'autres armées. Des partenariats apparaissent, des discussions s'ouvrent, des nations cherchent à accélérer leur modernisation. Le K2 devient un argument industriel autant qu'un outil militaire. Et dans cette montée en puissance, une question devient inévitable. Si un pays sans grande école historique de blindés a réussi à sortir un monstre pareil, qu'est-ce qui l'empêche d'aller encore plus loin ensuite? Si cette histoire t'a plu, mets un like, écris en commentaire quel char tu veux voir ensuite, et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines machines les plus folles du monde.